Nouveau journal Afrique, bienvenue à vous sur TV5 Monde. À la une ce jeudi, le Malawi se prépare à des élections présidentielles et législatives le 16 septembre prochain sur fond de crise économique. 17 candidats sont en lice, mais la bataille se joue surtout entre le sortant et son prédécesseur. Après avoir été troisième à la présidentielle camerounaise en 2018, il tente de nouveau sa chance pour celle du 12 octobre. Cabral Libi est le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il sera avec nous dans un instant. Et puis elle est sur la voie de la guérison avec son deuxième album, Sur la route du sacré, Healing Journey, une sortie musicale qui s'accompagne d'un livre, Je suis ce que je ne peux rejeter. L'autrice, chanteuse, compositrice camerounaise Patricia Essong sera notre invitée en fin de journal. À tout à l'heure. Les Malawites s'apprêtent à voter pour les élections présidentielles et législatives du 16 septembre prochain, alors que le pays est plongé dans une profonde crise économique. Les deux favoris de la présidentielle sont le sortant, Lazarus Chakwera, et son prédécesseur, Peter Mutharika. Luc Hurtel, Christophe Arnois. Dans les rues de Lilongwe, la campagne bat son plein. Le Malawi s'apprête à voter ce 16 septembre pour élire son président, ses députés et ses conseillers locaux sur fond de crise économique aiguë et de désillusion généralisée. J'ai lu tous les programmes électoraux et je suis prêt. J'ai choisi mon camp pour voter. J'espère que mon vote fera la différence et permettra à ce pays de s'améliorer et d'aller de l'avant. Le scrutin s'annonce serré, 17 candidats briguent la présidence, mais la bataille se joue surtout entre deux figures déjà bien connues, le président sortant Lazarus Chakwera et son prédécesseur Peter Mutharika. Lazarus Chakwera, 70 ans, brigue un second mandat. Il promet de poursuivre ses chantiers malgré une situation économique tendue, avec des pénuries de carburant, une inflation à 30% et un chômage endémique. Son premier mandat a été marqué par des catastrophes naturelles et des scandales de corruption. Face à lui, Peter Mutharika, 85 ans, espère un retour au pouvoir malgré son âge avancé et les critiques liées à son précédent mandat. Son message, restaurer l'ordre et l'économie avec la promesse d'un leadership éprouvé. Dans les marchés de la capitale, l'inflation est dans toutes les conversations. Beaucoup d'électeurs expriment leur lassitude vis-à-vis d'une classe politique perçue comme inamovible et inefficace. Malgré tout, la participation s'annonce forte. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Mon vote est important pour changer les choses dans ce pays. Nous sommes confrontés à de nombreux défis, tels que l'insécurité alimentaire et la hausse des prix. Les défis à relever sont nombreux et je voterai pour un président qui nous aidera à les surmonter. Entre les deux candidats donnés favoris, les regards se tournent aussi vers Dalitso Kabambe, ancien gouverneur de la Banque centrale et outsider perçu comme possible faiseur de roi en cas de second tour. Un scénario probable selon les analystes de la vie politique du pays. Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a été inculpé pour meurtre, terrorisme, trahison et crimes contre l'humanité, et ce, près de 7 ans après la fin d'un conflit sanglant entre ses partisans et ceux du président Salva Kiir, qui avait fait quelques 400 000 morts entre 2013 et 2018. Il était placé en résidence surveillée depuis son arrestation en mars dernier. Dans l'est de la RDC, visite à Uvira du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Objectif, calmer le soulèvement populaire après la nomination contestée du général Olivier Gassita, officier de l'armée congolaise déployé à Uvira, mais jugé proche des rebelles de la FC M23. Cela faisait 8 jours que la ville était bloquée par une action ville morte. Reportage TV5 Monde. Des marchés ouverts, enfin. Après 8 jours de ville morte, de paralysie, Uvira, au sud Kivu, revenait à la vie ce jeudi. La cause de ce blocage, un rejet massif de la nomination du général Olivier Gassita au service des renseignements militaires de la région. Mais pour les milices Wazalendo et une partie de la population, il est soupçonné de connivence avec l'ennemi, à savoir les rebelles du M23. D'où ces opérations de grève, mais également de manifestations très suivies. Pendant tout ce temps, on ne vendait pas. Nous avons beaucoup perdu car nous vivons au jour le jour. Nous vendons le matin pour avoir de quoi nourrir nos enfants le soir. La vie était vraiment devenue difficile. Mais depuis quelques jours, une rumeur s'est installée. Le général Gassita aurait quitté la ville. Elle a certainement contribué à ce retour au calme. Alors que les organisations de la société civile étaient en pointe de la contestation, Robert Mayani, un militant, se déclare maintenant satisfait.
il y a eu la paralysie des activités durant une semaine, 2 jours. Mais lorsque vous demandez à chaque habitant de la ville et territoire d'Ouvira, et même ceux de Baraka, Kamituga, vous allez comprendre le degré élevé du patriotisme, surtout qu'il n'y a pas des inquiétudes. Parce que le mal qui était Gassita est parti. Comprenant la gravité de la situation, Kinshasa a fini par envoyer une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko, accompagné de 3 autres membres du gouvernement. Il n'a pas confirmé le départ du général. Seul le gouverneur du Sud Kivu a pris la parole, plus évasif. Cette délégation est venue pour s'imprégner de la tension qui a eu lieu à Uvira et voir comment nous pouvons éviter ce genre de choses, afin que l'ennemi M23, appuyé par le Rwanda, ne puisse pas nous envahir comme il l'a fait à Bukavu et dans certains territoires. Les discussions vont se poursuivre demain, vendredi. Les ministres doivent rencontrer les responsables des Wazalendo et les acteurs de la ville et de la province du Sud Kivu. Et toujours à propos de la situation dans l'Est, depuis le 9 septembre, la RDC s'est lancée dans une campagne à l'ONU pour la reconnaissance de ce qu'elle juge être un génocide contre les Congolais. Les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre côté rwandais, alors que la théorie d'un contre-génocide est alimentée depuis près de 3 décennies dans la région. La correspondance de Théodore de Kéros. Le ministre congolais des droits de l'homme, Samuel Bemba, a dénoncé mercredi en conférence de presse des crimes massifs commis par le Rwanda et ses supplétifs, avant de regretter que la communauté internationale n'ose qualifier de génocide ces violences qui ont lieu dans l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. En réaction, le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié de stupide cette campagne menée par la République démocratique du Congo auprès de l'ONU. La guerre dans les Kivu, que le Rwanda est accusé par son voisin congolais d'alimenter, prend racine dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Selon l'ONU, environ 800 000 Rwandais avaient été tués, dont une grande majorité issue de la minorité Tutsi, mais aussi quelques Hutus modérés. En conséquence, plusieurs centaines de milliers de Hutus, dont d'anciens génocidaires, avaient fui vers ce qui s'appelait le Zaïre. Certains d'entre eux fondèrent alors le Front démocratique de libération du Rwanda, un groupe armé nourrissant l'idéologie génocidaire dans l'Est de la RDC que Kigali tente d'éradiquer depuis plusieurs années. Dans cette guerre des narratifs, les Congolais s'appuient souvent sur un rapport de l'ONU publié en 2010, le rapport Mapping faisant état de violations des droits humains dans l'Est de la RDC entre mars 1993 et 2003, afin de justifier la théorie d'un second génocide qui aurait suivi celui perpétré contre les Tutsis en 1994 et qui aurait été impulsé par le jeune gouvernement du président Paul Kagame. Cette théorie dans la région suscite indignation et débats houleux depuis plusieurs années. L'État rwandais, mais aussi bon nombre de journalistes et d'experts se sont rassemblés pour dénoncer cette théorie basée en partie sur un rapport dont ils jugent les conclusions trop hâtives. Ils sont 13 candidats dans la course à la présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Parmi eux, Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir, Madame Paliakara. Vous êtes candidat du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. En effet, oui. Vous étiez arrivé 3e lors de la présidentielle de 2018. En 2018, justement, vous étiez présenté comme le candidat surprise de la jeunesse. 7 ans plus tard, qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas un candidat de symbole, mais l'homme de la situation? La preuve vous est donnée par ce que nous avons fait pendant 7 ans. Et ça peut se résumer sur ce que nous venons de faire sur les 10 derniers jours. Nous avons traversé le Cameroun de part en part, du Kribi qui borde l'océan Atlantique jusqu'à l'extrême nord à Koussiri, qui borde le Tchad, qui est frontalier du Tchad, pour rencontrer nos compatriotes, échanger avec eux dans des meetings que nous avons organisés et qui ont rassemblé des millions de gens qui nous disent qu'ils en ont marre. Et je vous dis, ça se résume sur les 10 derniers jours, mais nous sommes à l'Assemblée nationale depuis 2020. Et nous avons placé notre mandat sous le signe de l'épuisement au travail. Nous avons chaque fois, bien que n'étant que 5 à l'Assemblée, nous avons adressé les problèmes des Camerounais. Nous avons produit des vidéos de dénonciation sur les mauvais contrats miniers, sur
comment je peux dire, parce que je cherche le mot, mais de toute façon, les scandales financiers, qu'il y a eu sur le Covid, sur les infrastructures sportives et tout le reste. Et quelle bataille parlementaire gagnée plusieurs batailles. En 5 ans. Plusieurs batailles, puisque nous avons obtenu, alors que nous ne sommes que 5 sur 180, nous avons réussi à obtenir parfois les amendements de la loi de finances. Donc les Camerounais ont été témoins, madame, de notre proximité. Nous nous sommes tenus à leur côté. Nous avons relayé en tant que leurs représentants, députés de la nation, leurs problèmes. Et ils sont aujourd'hui rassurés de ce que, parmi les 13 candidats que vous avez évoqués, nous faisons partie de ceux qui portent le mieux leurs préoccupations. Et il faut préciser que sur les 5 ans, ou sur les 7 ans, nous avons publié 2 ouvrages. Un premier qui présente notre offre idéologique. Nous sommes d'ailleurs venus sur ce plateau. Oui, et il y a quelque temps, le manifeste de la rupture et du progrès, que je tiens d'ailleurs là, et je pense d'ailleurs que nous étions revenus sur ce plateau. Donc nous avons une offre politique structurée qui apporte des réponses claires aux compatriotes. Justement, la dernière fois que vous étiez venu sur le plateau, Paul Biya n'était pas candidat. Vous disiez que le scrutin n'était pas joué d'avance. Aujourd'hui, êtes-vous toujours du même avis ? Je viens de vous dire que j'ai traversé le Cameroun de part en part et je peux vous dire que Paul Biya n'est pas la préoccupation première des Camerounais aujourd'hui. Tout le monde l'a compris. Le système vieux de 43 ans et à bout de souffle, il est corrompu et devenu complètement impotent. Aujourd'hui, les Camerounais en ont marre. Ils ont soif d'autre chose. Mais il y a quelque chose qu'il faut préciser. Ce pouvoir, pendant 43 ans, n'a pas souvent gagné, mais il n'a pas perdu. Là est toute la nuance. Et pourquoi il n'a pas perdu? C'est à cause de la fraude électorale. Et l'une des raisons pour lesquelles Et cette fois, vous y croyez à la transparence du scrutin? L'une des raisons pour lesquelles je suis sur votre plateau ce soir, c'est pour lancer un appel aux amis du Cameroun, leur disant que nous avons besoin de leur soutien pour notamment assurer la présence physique dans le contrôle du vote. Madame, nous parlons aux Camerounais et nous leur demandons de sortir de l'impuissance apprise. Il faut arrêter de donner l'impression que celui qui est là ne peut pas perdre. Non. Il faut arrêter de donner l'impression, et c'est ce que vous avez rappelé tantôt, que c'est joué d'avance. Il y a quelques jours, nous avons saisi Elections Cameroun, qui est l'organe qui organise les élections. Nous leur avons fait un certain nombre de propositions. Vous noterez que les candidats actuellement ne sont pas associés au toilettage des listes électorales, alors que nous avons démontré il y a peu qu'au Cameroun, il y a au moins une réserve d'au moins 2 millions d'électeurs fictifs fabriqués par des manipulations algorithmiques. Nous avons demandé également que l'on nous permette d'avoir des timbres spécifiques à chaque candidat que nous apposerions sur les procès-verbaux après le dépouillement des élections. Nous avons également appelé les compatriotes, pour ceux qui le veulent bien, www.cabral2025.cm. Nous avons mis en place un dispositif informatique qui permet le recrutement des Camerounais pour surveiller le vote. Donc, si d'aventure, ce que nous avons suggéré à l'ECAM n'est pas pris en compte, nous appelons les Camerounais à se mobiliser parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit cette année de la responsabilité individuelle de chaque Camerounais pour que le changement advienne. Dans votre programme, justement, il y a ce projet de fédéralisme communautaire accusé par certains de masquer une tentation tribaliste. N'est-ce pas un modèle qui diviserait un pays déjà fracturé? Non, ce qu'ils le disent, ce sont essentiellement nos adversaires, nos détracteurs, et c'est de bonne guerre. Parce qu'il faut évidemment avoir l'esprit un peu retourné pour penser qu'en français facile, fédérer veut dire séparer et diviser. Ça n'a pas de sens. Le Cameroun, ça veut dire alors ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Fédérer, c'est unir, c'est mettre ensemble. C'est que l'État du Cameroun, nous le disons toujours, a un vice de fabrication à sa naissance. C'est qu'on n'a pas tenu compte de sa spécificité, de sa réalité. Tous les pays du monde qui ont fait face à la diversité sociologique, anthropologique, ont dû recourir au fédéralisme, qui est une doctrine avant d'être en réalité une implémentation sur un sujet de droit qui est l'État. Et la spécificité du Cameroun, ce sont ces communautés. Et c'est cette forme de l'État que nous proposons à notre pays, et nous le démontrons, qui va mettre définitivement fin, par exemple, à la crise anglophone. Parce que désormais au Cameroun, nous allons tenir compte des spécificités et nous allons construire la puissance camerounaise à partir des inputs générés sur la prise en compte des spécificités économiques, culturelles, anthropologiques, sociologiques, historiques de chaque communauté camerounaise, qui n'a donc rien à voir avec l'ethnie, mais simplement la communauté, c'est un ensemble d'ethnies affinitaires, sociologiquement et anthropologiquement. Alors hier, Monsieur Liby, vous avez appelé les candidats septuagénaires d'opposition à se coaliser, mais qu'en est-il de vous-même? Je vous ai dit, madame, tout à l'heure,
que la priorité pour les Camerounais actuellement, ce n'est pas de coaliser. D'abord, je veux vous étonner en vous disant qu'historiquement... Mais pourquoi vous les avez appelés à se coaliser alors? C'est parce que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas la priorité, mais j'y viens. Je tiens à préciser que la focalisation sur la coalition participe de ce que nous appelons l'impuissance apprise. Parce que, statistiquement, depuis 1992, les 3 premiers à chaque élection présidentielle remportent plus de 95% des suffrages. Ça veut dire que l'électeur camerounais est rationnel. Néanmoins, cet électeur est convaincu, et à juste titre, et c'est pour cela que nous l'écoutons, je vous dis que je reviens du terrain, qui dit, si vous mutualisez, évidemment, vous augmentez vos chances de victoire. Vous comprenez maintenant? Même si ce n'est pas une priorité... dedans? Ben, bien sûr. Ben, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a quelques mois, je suis le seul des 13 candidats à avoir donné une interview dans un média proche du vôtre, RFI. Et lorsque la question m'avait été demandée si j'étais prêt à abandonner ma candidature, j'ai dit oui. Et j'ai même dit au profit de qui je l'abandonnerais, parce qu'à l'époque, nous étions inscrits sur un projet de transition. Mais maintenant, le contexte n'est plus le même. Qui est là? Ah oui. Ben, je vous réponds, madame. Oui. Actuellement, ce que nous proposons, c'est en 3 temps. D'abord, nous nous asseyons pour un projet commun. Ensuite, une stratégie commune pour la surveillance du vote, puis des critères objectifs du choix de l'un d'entre nous. Et vous avez évoqué les septuagénaires tout à l'heure. Nous sommes dans un pays où, si vous voulez, dans une élection où il y a 6 paliers d'âge. Il y a un nonagénaire, des septuagénaires, des sexagénaires, des quinquagénaires, des quadragénaires et un trentenaire. Et nous demandons déjà aux 3 septuagénaires de se mettre ensemble. Ça va moins créer de confusion dans les esprits des Camerounais, sauf d'autant que 2 d'entre eux sont pratiquement du même département et du même village au Cameroun. Donc, madame, cette année, c'est ce que j'ai envie de vous dire avant de partir, il y a une surprise qui se prépare au Cameroun, que l'on arrête de penser que tout est joué d'avance. Les Camerounais sont en train de se mobiliser pour mettre fin à la fraude électorale et par-delà, ce régime corrompu s'en ira. Gabriel Liby, merci. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Merci, madame. En Côte d'Ivoire, au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle, l'ancien président Laurent Gbagbo a reçu dans la foulée plusieurs autres opposants, parmi eux son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien, avec qui il était temps froid et dont la candidature a également été rejetée et qui a affirmé « Nous sommes dans le même bateau ». Toujours en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel s'est jugé incompétent pour trancher sur la suppression de la mention « épouse Gbagbo » pour la candidature de l'ancienne première dame. Pour ses affiches de campagne, la candidate du mouvement des générations capables pourra donc utiliser l'appellation Simone Eivé Gbagbo. Le Ghana a accepté la demande des États-Unis d'accueillir des migrants expulsés par les autorités américaines. Déclaration du président ghanéen, John Dramani Mahama. Il répondait à notre correspondant à Accra, Victor Kariou. Après le Rwanda, l'Eswatini et le Soudan du Sud, le Ghana rejoint ainsi la liste des pays africains collaborant sur ce sujet avec les États-Unis, sous certaines conditions cependant. Victor Kariou nous en dit plus. Le Ghana a-t-il déjà accueilli des migrants provenant de pays tiers expulsés par les États-Unis ou, le cas contraire, envisage-t-il de le faire dans un futur proche? Voici la question que TV5 Monde a adressée mercredi 10 septembre au président du Ghana lors d'une session questions-réponses organisée avec la presse. Une question à laquelle John Dramani Mahama a ainsi répondu. Nous avons été sollicités par les États-Unis pour accueillir les ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Et nous avons convenu avec eux que les ressortissants d'Afrique de l'Ouest étaient acceptables, car tous nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest n'ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Ainsi, s'ils décident de voyager des États-Unis à Accra, ils n'ont de toute façon pas besoin de visa. Donc, si vous ramenez nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest, cela ne pose aucun problème. Le chef d'État ghanéen n'a cependant apporté aucune précision quant au nombre maximal de ressortissants ouest-africains que le pays serait prêt à accepter, idem pour le profil judiciaire de ces migrants, ni même sur les éventuels avantages que le Ghana a pu tirer d'un tel accord. Pour rappel, les exportations du pays vers les États-Unis sont actuellement sous le coup d'une hausse tarifaire de 15%. Le Ghana subit également des restrictions de visa imposées par son homologue américain. Joint par TV5 Monde, la présidence a indiqué ne pas avoir eu le temps, pour l'instant, de répondre à nos précisions. L'ambassade américaine, de son côté, nous a renvoyés vers les autorités ghanéennes. À la fin de la première partie de notre journal Afrique Place au Mag.
Elle revient avec un double projet, un livre, Je suis ce que je ne peux rejeter, aux éditions Les Lettres Mouchetées, où elle raconte son chemin de résilience, et un nouvel album sur la route du sacré, Healing Journey, véritable voyage intérieur en chanson. Bonsoir Patricia Essong. Bonsoir. Mathieu. Alors avant de parler du livre, je propose d'écouter un extrait de l'album qui nous mettra dans le bain, Beauty Painters. Beauty Painter, c'est un peu une chanson hommage à qui au juste? Aux peintres de beauté, à ceux qui posent des actes qui aident la communauté et qui n'ont pas forcément la reconnaissance du vivant, c'est-à-dire qu'on les reconnaît quand ils sont parfois déjà morts. C'est aussi un message d'encouragement, de résilience à tous ceux qui traversent des moments difficiles. D'ailleurs, c'est pour ça que le clip, on voit ce travail rituel qui représente en fait l'endurance, l'épreuve qu'on a à vivre sur cette terre, sur l'incarné, mais qu'à la fin de la journée, en fait, on est des êtres purs de base. Alors justement, on voit ce rituel. Vous venez d'ailleurs du Cameroun et vous revendiquez l'héritage bantou dans votre musique. Vous chantez en langue douala, mais aussi en anglais, et vous écrivez en français. Justement, on vous connaît comme chanteuse et vous voilà aussi autrice. Qu'est-ce que l'écriture a permis de dire que la musique ne pouvait pas exprimer? Alors, c'est aller ensemble, on va dire, parce que c'est une phase de thérapie également. J'étais dans une thérapie. D'où la poésie thérapie, c'est comme ça. Exactement, l'odyssée d'une buissonnière en poésie-thérapie. Healing Journey s'est posé d'abord au niveau du chant, dans ce que je vivais, dans ma chrysalide. Et j'écrivais en parallèle que je composais. Simplement, je trouvais que, étant donné qu'on chante dans nos langues, je ne vais pas forcément détailler ce que je vis en ce moment, parce qu'on va s'exprimer d'une certaine manière. Et pour moi, écrire, c'est aussi important de déposer et de verbaliser certaines choses. Alors justement, votre livre, Je suis ce que je ne peux rejeter, qu'est-ce que vous ne pouvez justement pas rejeter de votre histoire et qui vous définit aujourd'hui? Alors c'est un livre déjà qui parle de blessures, de trauma. C'est aussi reconnaître cette part de soi qu'on a tendance à... On garde juste l'aspect happy face, mais on ne voit pas derrière les turpitudes, les épreuves de la vie et ce par quoi on a dû traverser. Sauf qu'on arrive à un stade de notre vie où il y a un burn-out qui arrive et qui se pose à un endroit où on se dit bah non, tout va très bien en fait. Alors avant ce burn-out, il y a cette trame qui est votre propre histoire, jonchée d'humiliation, de violence. Vous évoquez ici l'inceste, le viol. Alors oui, il y a de nos jours toutes sortes de thérapies. Vous, c'est la musique et l'écriture, mais est-ce qu'on s'en sort vraiment? Alors, je reviens un peu parce que j'ai évoqué pas mal de choses. J'ai cité des violences faites aux enfants, oui, dont l'inceste. Oui. Bon, je tiens à le préciser que ça n'était pas en lien avec moi, mais j'ai vécu autre chose. Et que dans la démarche, c'était aussi de commencer à exorciser tout ça, pour que ça ne reste plus comme un problème qui est le nôtre. Mais c'est un problème commun, c'est un sujet qui est commun, qui est plutôt tabou encore, et qu'il est temps aussi que dans nos communautés, ces sujets-là soient abordés, parce que ça continue de sévir, enfin, ces démarches, ces procédures, ces manières de faire, cette brutalité continue de se poser au sein des familles, et parfois c'est connu, et on ne fait rien. Et on ne fait rien. Alors, vous parlez du couple aussi, de votre mariage qui a fini par un divorce et de ces relations hommes-femmes qui réveillent aussi ces blessures d'enfance. Après l'écriture de ce livre, si c'était à refaire, vous referiez
La même chose? Oui, parce que c'est des tranches de vie, mais au-delà des tranches de vie, c'est aussi des récits historiques. C'est-à-dire comment est-ce que les récits historiques impactent aussi la vie d'une jeune fille dans les années 80 au Cameroun, lorsque on apprend que les missionnaires, on nous enseigne une certaine histoire et que cette histoire-là a créé un impact auprès de nos parents via la violence, via les humiliations, et que justement cette violence et cette colère-là se répercutent justement auprès des plus vulnérables, dont les enfants ou les femmes. Alors justement, il y a une personne qui compte beaucoup pour vous. Vous en parlez beaucoup dans ce livre, votre grand-mère qui vous a élevé. Elle vient de nous quitter il y a quelques jours. Ce livre, vous l'aviez écrit de son vivant. Oui. Elle l'a lu? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire, mais j'ai dédicacé ce livre à son honneur, à son hommage. Et oui, elle nous a quittés il y a quelques jours. C'était mon modèle, c'est mon phare. Je parle d'elle en disant c'était, mais en réalité, elle a disparu peut-être sur la partie physique, mais elle vit, elle va vivre, elle va continuer de vivre en moi. Oui. Je suis ce que je ne peux rejeter aux éditions Les Lettres Mouchetées. Merci Patricia Essang. Et on va se quitter avec Chrysalide, cette Chrysalide qui vous a permis de prendre le temps et suivre le processus de guérison. Merci à vous. Demain, retrouvez Patrice Ferrus.